Présente bien sûr un peu mieux que ça. Sonia Guelton, vous êtes économiste, professeure à l'université Paris-Est et chercheuse au Lab Urba, spécialiste des questions foncières et présidente également de l'association Foncier en débat. Vincent Fouchier, directeur général adjoint de la métropole Aix-Marseille-Provence, en charge du projet métropolitain du Conseil de développement et de la contractualisation. Et Franck Leroy, je vous ai présenté tout à l'heure à la région Grand Est et à l'agglo Épernay. Je vais vous donner tout de suite la parole, Franck Leroy, avec votre casquette de président de l'agglo. Vous avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure la démarche TPSF et on a vu le film, donc je pense que peut-être si vous voulez ajouter quelques éléments là-dessus, sur peut-être les perspectives que TPSF ont ouvertes pour le territoire. Mais j'évoquais tout à l'heure dans mon propos introductif le changement de regard. C'est-à-dire que on s'était habitués les uns les autres, qu'on soit maire d'une petite commune, maire d'une commune moyenne ou maire d'une grande commune parfois, à voir la ville ou notre espace urbain évoluer plus souvent par extension que par redensification. Et à partir du moment où on identifie la contrainte de l'extension, ben, on se met à se réinterroger sur l'enveloppe urbaine existante et puis on redécouvre des maisons qui sont à l'abandon depuis un certain nombre d'années, des dents creuses, des parcelles extrêmement importantes qui sont en plein cœur de ville, des friches évidemment. Alors la friche, ça peut être la station essence abandonnée depuis un certain nombre d'années dans un village qu'on traverse depuis des dizaines d'années. Ça peut être aussi des friches type friche SNCF, comme vous avez pu en voir peut-être à Épernay, la suite de la fermeture d'ateliers SNCF. Et donc, en se posant cette question, on se rend compte que finalement un potentiel existe. Et la démarche territoire pour la sobriété foncière nous a permis, grâce à l'aide d'un cabinet de consultants, de découvrir ce potentiel, de découvrir le rythme de consommation du foncier habituel et les acteurs en marche en la matière, de deviner des potentiels avec des typologies qui peuvent être par exemple lotissement dans le village et en périurbain, qui peuvent être la construction rurale diffuse, qui peut être les petites opérations collectives en centre-ville, et donc d'identifier, comme ça figure sur la slide qui est derrière moi, effectivement des potentiels. Et on n'est pas dans des choses assez violentes ou assez marquantes. On peut faire de la réurbanisation douce, on peut faire de la densification douce sans traumatiser le périmètre. On l'a vu sur Épernay. Alors c'est plus radical sur Épernay parce qu'évidemment une friche de 13 hectares en plein cœur de ville, pour le coup, on a de la marge de manœuvre, même si ça prendra du temps parce qu'on n'a pas la pression foncière d'une métropole. Mais on a vu dans des villages que autour d'anciens ateliers municipaux, autour d'une cour de ferme désertée, autour d'un parcellaire avec des parcelles très très grandes, inappropriées aux usages d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a parfois, et on l'a vu dans certains villages, des propriétaires de parcelles très grandes avec une famille, enfin une personne âgée qui vit seule, qui n'a plus forcément les moyens d'entretenir sa propriété. Cette propriété devient même un poids pour elle. Et là, il y a peut-être une opportunité de redécouper cette parcelle en cœur de village, d'en faire plusieurs parcelles à construire, de transformer une grange en habitation. Tout ça dans la recherche d'un consensus. Il ne s'agit pas d'imposer à cette personne cette solution-là, mais de travailler à ces pistes. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, encore une fois, pendant des décennies, on ne s'est pas vraiment posé ces questions-là. On avait toujours la perspective de pouvoir s'étendre vers l'extérieur. À partir du moment où la contrainte apparaît, la contrainte peut devenir un outil qui nous permet de jeter un regard différent sur nos communes et d'aller chercher des solutions qu'on n'aurait même pas imaginées avant. Alors, c'est vrai que c'est plus cher, souvent, c'est plus complexe, mais on ne doit pas balayer d'un revers de main des solutions plus complexes, parce que de toute façon, c'est aussi pour la bonne cause. Et si tout le monde doit faire cet effort, on ne se sent pas spécialement pénalisé par rapport à d'autres territoires. Il faut convaincre, encore faut-il convaincre Oui, tout bien sûr. le monde. Vincent Fouchier, vous avez donné... Vous avez eu plusieurs fonctions, dont celle de directeur adjoint de l'Institut, qui ne s'appelait pas encore l'Institut Paris Région, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région de l'Île-de-France, je crois que c'était ça. Vous avez travaillé sur le SDRIF notamment, et donc vous travaillez depuis longtemps surtout sur les questions d'intensification urbaine. Bien sûr, allez-y. Les questions d'intensification urbaine qui, bien sûr, entrent en jeu quand on parle, et c'est l'objet de cette table ronde, de
l'alliance entre sobriété foncière et densité heureuse, ou comment on pourrait le formuler, la manière de concilier ouais, le fait de pouvoir remonter en hauteur et autres. Vous allez nous dire qu'il y a plusieurs formes urbaines, justement. Bien, bonjour, merci pour l'invitation. Je vais faire express. Donc j'interviens en deux temps. Premier temps, tout de suite sur les retours d'expérience. C'est un résumé de résumé de résumé. C'est quelques messages, je pense, qui peuvent être importants. Des fois, c'est de dire simplement des choses qu'on évoque, mais qui, une fois chiffrées ou posées, sont un peu aidantes. Première chose, c'est les questions de définition. Il y a plein de définitions sur nos sujets. Mais si on est un peu d'accord sur les définitions, déjà, on fait un pas sur les solutions. Densité, c'est une quantité sur une surface. Densification, il y a déjà deux manières de faire. On réduit la surface avec la même quantité ou on augmente la quantité sur la même surface. C'est tout con à dire, mais quand on fait de la planif, c'est un b.a.-ba que des fois on perd un peu de vue. Et puis l'intensification, c'est une autre notion. On peut densifier avec un ajout de bâti et on peut densifier sans ajout de bâti en intensifiant l'usage de l'existant. Donc là, on a déjà toute une palette. En réalité, c'est une matrice de solutions qui, rien qu'avec les définitions, nous permet d'un peu mieux poser les sujets qu'on a à traiter. Ensuite, il faut déconstruire. Moi, j'ai souvent déconstruit parce que ça aide à faire le débat. La densité, ce n'est pas la forme urbaine. Ce n'est pas le pavillon contre le grand immeuble. C'est biaisé quand on rentre sur ce sujet-là. Simplement, là, vous voyez trois images, même densité, mais des formes urbaines très différentes. Donc, ne confondons pas forme et densité. Autre sujet qui est pour moi un leitmotiv, c'est que la densité, on ne se réfléchit pas que sur la question de l'urbanisme au sens de la construction et de la forme, elle se réfléchit au sens de la mobilité. Parce que la densité, c'est d'abord une proximité physique. Cette proximité, elle a été transformée parce que par les réseaux, par la mobilité, par la vitesse, on a pu étendre les villes. Et les gens, ils ne gagnent pas de temps quand on leur offre des transports en commun. C'est pas vrai. Quand on fait une infrastructure, on dit souvent les gens ils vont gagner du temps. Faux. Les gens ne gagnent pas du temps, ils gagnent de l'espace. Depuis 40 ans, c'est comme ça que ça se passe sous nos yeux. On ne l'a pas encore compris. En fait, la densité et la densification, c'est une manière de rapprocher. Et donc, il faut faire attention à comment on articule aménagement et urbanisme. C'est beaucoup plus subtil que simplement, tiens, on va densifier autour des transports en commun. C'est vraiment plus complexe ou fin que ça, parce qu'en fait, selon les densités, on se déplace dans le même temps, même si on fait des kilomètres. Quand on est en périphérie, on fait plein de kilomètres, mais on passe pas plus de temps à se déplacer que quand on est dans les secteurs denses, où on fait peu de kilomètres et un peu plus de transport vertueux au plan environnemental. Je vais pas passer là. Autre concept que je voulais évoquer très rapidement, c'est qu'on parle de densité, mais là encore, vous avez 4 schémas avec 4 mêmes densités, mais l'organisation et la relation, imaginons que ce soit des bâtiments, hein, ça pourrait être des villes aussi à une autre échelle, vous avez là la notion de compacité. Et en termes de distance de déplacement, selon ces 4 schémas qui sont de même densité, l'impact sur la mobilité n'a rien à voir dans ces 4 schémas. Donc la compacité, c'est une autre notion qu'il faut traiter quand vous parlez d'aménagement, d'urbanisme, dans le lien sur la question de l'intensification. Ensuite, les émissions de gaz à effet de serre. Moi, tout à l'heure, on disait on ne veut pas prendre de position sur le débat, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Franchement, plus vous faites de densité, moins vous consommez de l'espace, il n'y a pas de débat. Et plus vous faites de la densité, moins vous consommez d'énergie et vous émettez de CO2. Je crois malheureusement qu'il n'y a pas beaucoup de débats. Il peut y en avoir encore un peu si on cherche à la marge, mais globalement, mais je passe très vite parce que les slides sont à votre disposition, c'est des références qui sont solides. Je ne rentre pas du tout dans le détail. La notion d'intensification, elle est super intéressante parce que du coup, elle a un intérêt, une valeur ajoutée sur la moindre consommation de matériaux et la notion d'impact planétaire, c'est pas que le CO2. Donc mieux utiliser le bâti existant, ça a plein de vertus bien au-delà de la question de l'énergie. Je rentre là encore pas non plus dans le détail. Alors le hic de tout ça, c'est que le pavillonnaire a encore largement la cote. Je ne critique pas le fait qu'il ait la cote, je dis juste que c'est un peu une étoile morte. Si je caricature et que je pousse un peu le débat. Pourquoi on a fait autant de pavillonnaires depuis 30 ou 40 ans? C'est qu'on avait une croissance démographique, point 1. Point 2, cette croissance démographique était liée à des familles avec enfants qui étaient en forte croissance. Faites les projections démographiques dans tous vos territoires. C'est plus ça la demande qui est en train de croître. Ce n'est plus ça. Une fois qu'on a ça en tête, là aussi, vous ne regardez plus de la même manière les questions qu'on est en train d'évoquer. Parce que vous devez loger des personnes de plus en plus âgées et des familles qui sont de moins en moins nombreuses. Et ce n'est pas ces deux catégories-là qui recherchent le plus de l'étalement.
Et donc, densification, ça pose plein de problèmes. Là aussi, je ne reviens pas là-dessus. Pourquoi? Il y a beaucoup de résistance. On ne sait pas bien faire. On ne sait pas dérouler l'ingénierie. On ne sait pas rendre ça sexy. On ne sait pas faire des projets qui soient acceptables par les gens. Donc, plein de recours, plein de difficultés. Et c'est difficile pour un peu tout le monde. Mais quand on creuse le sujet, qu'on interroge les habitants, ils disent, et c'est corroboré par plein d'enquêtes. Nous, on en a fait sur Aix-Marseille-Provence, comparé avec d'autres métropoles. La plupart des habitants, ils adhèrent à l'enjeu de moindre consommation d'espace. Ils comprennent donc qu'il faut densifier, mais ils nous disent pour densifier, il y a des conditions pour le faire. Et selon les catégories de population, les plus jeunes ou les plus âgés, on va avoir une motivation assez forte à vivre dans les fortes densités, mais pour des raisons différentes et avec des appréhensions différentes. Là aussi, je passe très vite, mais déconstruisons le fait que les gens, ils n'en veulent pas de densité. Et autre argument simple, les prix du marché, malheureusement, et c'est pas de jugement de valeur, mais les prix du marché montrent que les densités, elles sont souhaitées. Parce que dans les centres-villes, souvent, les prix sont supérieurs au mètre carré que dans la périphérie, ce qui montre qu'il y a une compétition pour accéder aux espaces denses. S'il y a compétition, c'est bien qu'il y a un désir, qu'il y a plus de gens qui veulent que de gens qui ne veulent pas. Donc là aussi, on déconstruit un peu le sujet. Les gens, ils n'en veulent pas de la densité. Au contraire, on surfe là-dessus. Projetez dans chacune de vos agglomérations les croissances démographiques et vous vous rassurerez sur le fait qu'on est capable, par l'intensification, de répondre aux besoins. Et j'en finis là-dessus, autre retour d'expérience hyper rapide, on pourrait en parler très longtemps. Le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, je peux emporter techniquement les deux versions, celle qui est à l'œuvre aujourd'hui. Le bilan au bout de 10 ans du schéma directeur de la région Île-de-France, on a réduit de 20% la consommation d'espace, on a doublé le rythme de construction de logements. Voilà. Pour en parler sur plein d'autres sujets, on a reconcentré là où il y avait des transports en commun. Donc, globalement, on sait faire si on souhaite le faire, mais ce n'est pas que la planification, c'est tous les outils qui vont avec. Voilà, il faut dérouler de la concertation, il faut dérouler des outils fonciers, il faut dérouler des aides aux maires bâtisseurs, il faut dérouler des aides aux nouveaux quartiers denses. Donc si on sait faire tout ça, peut-être à la fin on y arrive à faire une densification, une échelle massive. Là on est sur la région de France, ce n'est pas la plus petite de nos métropoles. Et là je m'arrête là-dessus parce que je crois que tout le monde est sur ces mêmes réflexions. Les gisements sur lesquels on peut intervenir sont extrêmement nombreux. Et franchement, c'est une source de créativité potentielle de politique publique, et c'est ça qui, je pense, nous réunit, c'est qu'on est à un moment hyper intéressant de créativité à définir tous ensemble et à adapter à chacun de nos territoires les modèles nouveaux qui sont des modèles maintenant intensifs, où on met de côté le modèle extensif. Et peut-être là, il faut arrêter aussi de penser qu'il faut mettre une deuxième couche sur les espaces périurbains où on va peu densifier parce que ça ne générera pas grand-chose. Il faut vraiment penser à un renouvellement complet du modèle. Voilà, merci. Merci. Sonia Guelton, en réaction sur cette intensification urbaine, avec vous, on va notamment creuser un peu les montages financiers derrière, ou en tout cas les bilans. On va aller un peu sur ces questions-là. Là, ça marche. Alors, oui, je ne vais rien dire de nouveau, j'ai moins d'expérience, mais simplement quelques mots de réaction sur ce ZAN et la consommation foncière. Je pense qu'on est en train de vivre un changement de paradigme fort, à la fois dans la construction urbaine, dans les raisonnements. On faisait de la densification, la loi Allure, vous l'avez rappelé, depuis très longtemps, on s'occupait déjà des problèmes de l'étalement urbain, n'est-ce pas, de la consommation énergétique. Et on regardait surtout étalement urbain, consommation de déplacement, coût des infrastructures. Le ZAN a changé la focale, a mis l'accent sur le foncier. Et ça, c'est une révolution parce qu'on n'avait pas, ça change complètement les raisonnements. Maintenant, il faut densifier, certes, mais pourquoi? Pour économiser la nature du sol, le fameux sol vivant. Or, on ne sait pas trop ce que c'est, nous, urbanistes, que le sol vivant, et on n'a pas, alors les écologues arrivent, nous expliquent, mais on n'a pas de bonne idée, comment faire, qu'est-ce que c'est pour préserver le sol vivant, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait même pas trop ce que c'est que le sol vivant. Alors vous avez des exemples super, effectivement, où on densifie, on intensifie, on économise du sol, mais est-ce qu'en économisant du sol, on économise vraiment le sol, on préserve le sol vivant? Est-ce qu'il faut couper les haies, mettre des arbres, garder les jardins? Bon, c'est des discussions qui sont en cours et c'est très bien qu'il y ait des recherches sur ce sujet qui vont au-delà peut-être que de la densification ou de l'intensification. Moi, je suis frappée par les solutions qui sont
super. Moi, il y a un brassage d'idées, une révolution dans la conception du bâti. Et l'effort, me semble-t-il, l'effort du ZAN porte sur le bâti, sur des expériences de bâti, et on perd un petit peu, alors il y a des exemples, hein, il ne faut pas généraliser, on nous les a montrés, on perd un peu la vision d'ensemble, à quoi ça sert ce bâti, qu'est-ce qu'on fait. Donc les exemples d'économie, d'intensification d'économie du sol sont vraiment nouvelles, on change de paradigme, mais la vision d'ensemble, elle est peut-être à quoi ça sert et alors, comment on préserve le sol vivant et est-ce qu'on ne peut pas imbriquer les deux? On est sur des petites opérations, sur des objets urbains et la vision d'ensemble est un peu perdue. Et j'ai l'impression, alors je suis un peu que les urbanistes et les aménageurs sont un petit peu mis de côté au profit des constructeurs. J'ai l'impression qu'on rentre dans le siècle des constructeurs et des architectes, c'est très bien, mais la vision, la cohabitation des deux, et notamment du sol aussi, peut-être il faudrait sans doute la renforcer. L'autre chose que je voulais dire, c'est que, alors il y a les métiers, on ne se connaissait pas, on arrive maintenant, justement par rapport au sol, on arrive un petit peu mieux à hybrider les modèles en termes de métiers, de savoir-faire. C'est pas très facile, mais c'est aussi la richesse de l'urbanisme. Et ça, je pense qu'il faut aller de l'avant et pas seulement rester sur des... finalement, la réhabilitation des friches, on est ici dans une friche que je l'ai vue il y a 10 ans. On a travaillé, les aménageurs, les constructeurs savent faire réhabiliter les friches. Réhabiliter en préservant le sol, c'est un autre problème. Il faut y travailler et il faut travailler avec des métiers différents qui s'adaptent. Ce que pour penser coût, mais après on parlera montage si vous le voulez bien, tout le monde l'a dit, ça coûte cher. Ça coûte cher d'intensifier, de reprendre des friches, les locaux vacants, voilà, l'action logement, vous l'avez montré. Et en face de ça, les revenus des occupants, ils ne sont pas en train de monter. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'enjeu, c'est, par rapport à la densification, c'est peut-être faire moins cher, mais aussi permettre une occupation, alors je vais utiliser un mot frugal, regarder l'occupation. Qui sont les gens, c'est un petit peu, je rebondis sur ce que Vincent a dit, qui sont les gens ou les entreprises qui vont venir occuper, qu'est-ce qu'ils attendent, et peut-être qu'il faudrait réfléchir beaucoup à la demande et essayer d'adapter les locaux en termes de peut-être moins de mètres carrés ou peut-être des mètres carrés partagés. Il y a des initiatives et moi je pencherai pour creuser ces initiatives d'occupation plus... Alors je suis désolée, mais moi je rentre dans la case senior et si vous voulez me faire habiter dans un studio, c'est mal parti. Donc j'aimerais bien qu'on arrête de mettre les seniors dans des studios, mais regardez le service que rendent les personnes, l'attachement, vous en avez un peu parlé, et réfléchissons aux jeunes. Il y a des solutions, oui, de partage. On le fait pour les parkings, on fait des parkings partagés, mutualisés. Et là, on est sur des solutions d'occupation qui sont un peu peut-être plus frugales et voilà, des pistes à creuser. C'est des questions qui se posent quand même à travers la France, un peu partout, avec des démarches, comme vous le disiez, des expérimentations, on va dire. Mais vous pensez à quelque chose... Voilà, il y a des expérimentations et la journée d'aujourd'hui, c'est inverser le regard. Et donc, je plaiderai pour inverser le regard, de regarder les habitants, ce qu'ils attendent, les occupants, et essayer d'adapter les solutions. On le fait, hein, bien sûr, il y a des... Avec vous, on va aussi parler des outils de financement, des montages possibles, et donc pour financer le ZAN, et aussi pour financer la renaturation. Il y a quand même des pistes qui sont intéressantes. Alors, la renaturation, c'est un super sujet sur lequel aussi beaucoup ont travaillé jusqu'à présent. Et en perspective du ZAN, alors j'ai noté un travail qui m'a été présenté la semaine dernière, c'est biodiversité net gain. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est en gain net et on n'est plus en zéro artificialisation. Donc ça mérite, ça vaut la peine qu'on regarde. Le problème de la renaturation, c'est qu'il y a des dépenses, bon, mais il n'y a pas de recette en face. Parce que typiquement, une renaturation, sauf à mettre un prix pour accéder à l'espace renaturé, et là, je ne vais pas me faire des amis, mais il n'y a pas de recette, c'est un espace ouvert, public, sans recette. D'où le problème. Alors, des recettes, il y en a, il faut les chercher du côté des taxes. Alors, il y en a certainement d'autres, mais la taxe d'aménagement départemental a été faite pour
effectivement, elle peut contribuer à la renaturation. C'est une taxe qui est perçue sur les nouvelles constructions et qui va donc servir à protéger ou à remettre en état des espaces naturels. On voit bien, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mutualisation, une redistribution entre ceux qui construisent et le bien commun, et ceux qui vont profiter de la nature. Donc, voilà une piste, elle est en œuvre depuis longtemps, elle sert déjà à autre chose. J'ai noté qu'il y avait 580 millions d'euros en 2022 collectés pour déjà en 2022 1 milliard de dépenses. Donc la question c'est est-ce que ça suffit? Première question. Les départements ont une marge de manœuvre pour augmenter l'impôt, c'est de 0 à 2,5%. On est déjà au plafond. Et ça touche les nouvelles constructions. Donc si on augmente la taxe, ça va renchérir les nouvelles constructions. La période n'est pas tout à fait c'est peut-être pas le moment. Peut-être que c'est une bonne idée, peut-être que c'est pas le moment. Ensuite, ces nouvelles constructions, elles vont payer pour une renaturation au niveau du département. Est-ce que c'est la bonne échelle? Est-ce qu'on renature là où il y a des nouvelles constructions? Et peut-être, alors, j'avais noté, j'avais suivi le prix du mémoire de la chaire Aménager le Grand Paris, qui a été donné à Oriane Bonal sur la renaturation de la Bièvre. C'est un mémoire qui est en ligne sur le site de la chaire et elle montre tout le bienfait de la renaturation. Puis il y a d'autres exemples, par exemple à Rennes, où on va bientôt renaturer l'île qui traverse le milieu de la ville. Donc là, à Rennes, l'équilibre entre les payeurs de la taxe d'aménagement et les bénéficiaires de cet espace renaturé, ça se comprend. La Bièvre, là où on construit, c'est pas forcément dans la vallée de la Bièvre, c'est peut-être alors je veux dire les moins riches, les moins riches qui vont payer pour les plus riches. Donc en termes de mutualisation, c'est pas forcément top. Donc il y a une réflexion à avoir. Le deuxième point, parce que vous allez me bousculer, la deuxième possibilité de financement, c'est la compensation. Est-ce que la renaturation peut servir de compensation aux projets qui artificialisent? Donc, je ne suis pas au fait, hein, mais vous le savez, certains d'entre moi le savent mieux. Certainement, on peut utiliser ces espaces de renaturation pour compenser des projets. Mais on est toujours sur du compensation, construction, on est toujours sur j'en prends 2 et je t'en donne 1. Quoi. Parce que globalement, ce n'est pas 1 pour 1. Donc, oui, il peut y avoir de compensation, mais est-ce que ce sont les bons périmètres? Et qui fait cette compensation? Puisque c'est le porteur de projet de construction qui va chercher la compensation. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'il a le bon raisonnement à la bonne échelle? Et pareil, est-ce que ça suffit? Alors, il y a une solution, mais là aussi, je ne vais peut-être pas porter mais je vous la propose. C'est ce qu'on appelle en langage économique la captation de la valeur foncière, qui dit que si on fait si la renaturation augmente les prix, améliore le paysage et donc fait monter les prix fonciers autour de cet espace qui est redevenu agréable et sympathique pour tout le monde, les prix vont monter et qu'on peut donc faire des projets immobiliers le long de la Bièvre, demander aux occupants, à ceux qui bénéficient de cette super vue sur la vallée de la Bièvre, de reverser la plus-value à l'État pour le bien commun et ce transfert de valeur foncière va peut-être permettre de payer une partie de la renaturation. Donc aujourd'hui, déjà, c'est un sujet qui fâche, je le mets sur la table, mais je sais que ne provoque pas l'adhésion de tout le monde. Ça pose aussi la question d'équité. Est-ce que les riches vont payer pour le bien commun? Ça pose la question des outils. On ne sait pas trop faire. Est-ce que la renaturation fait monter les prix? C'est pas sûr du tout non plus, parce que à part l'île à Rennes, souvent la renaturation, elle se fait dans des espaces très peu urbanisés. Donc voilà des questions à mettre au débat. Je ne dis pas que je suis favorable à l'un ou à l'autre, mais cette question de périmètre, la question de temporalité sur la compensation aussi, combien de temps ça dure, ce sont des vraies questions sur lesquelles il faut se pencher. Et c'est peut-être à cette échelle-là, sur la durée, que l'on peut trouver des solutions de financement. Merci. Plus de questions que de réponses. Et on comprend bien que c'est que le début des réflexions. Vincent Fouché, je vous redonne la parole pour que vous nous présentiez rapidement ce que vous avez engagé sur Aix-Marseille-Provence.
Là aussi, je vais aller assez vite. L'idée, c'est juste de vous montrer la variété des initiatives qu'on a essayé de faire déclencher dans le territoire pour familiariser l'ensemble des acteurs, collectivités, publics, privés, à la question de l'intensification urbaine. Et on s'est donné 3 ans, 4 ans pour faire monter ce que j'appelle la communauté apprenante. Voilà. Personne n'a une solution, personne ne sait ce qu'il faut faire. C'est un collectif qui doit mieux comprendre, mieux saisir et s'éclairer, chacun avec la matière qu'il peut amener. Mais nous, on essaie de provoquer un peu plus la production d'idées. Alors, on essaiera aussi d'amener du matériau cartographique, quantitatif, analytique, progressivement pour tenir compte de la grande diversité des situations locales pour parler de l'intensification, parce que le discours général, il se heurte souvent à des spécificités locales. Il ne faut pas vouloir appliquer de manière bestiale la notion n'importe où. Alors, on a commencé, ça date d'il y a 1 an, par un avis du Conseil de développement de la métropole. On a 240 membres, dont 60 citoyens dans ce Conseil de développement, qui a travaillé sur la question de la densification. Et il nous dit, nous, on dit très fermement, il faut limiter les consommations d'espace et il faut donc densifier. Et pour le faire, nous sollicitons du gagnant-gagnant. Il faut que la collectivité montre comment elle va amener une plus-value pour les quartiers dans lesquels les habitants vont être concernés par la densification. Donc, qu'est-ce qu'on est capable d'amener? Et le Conseil de développement nous donne quelques critères sur lesquels il attend que la plus-value et que le gagnant-gagnant soit réellement respecté. À partir de cet avis du Conseil de développement, on a tenu à Marseille le seul Conseil national de la refondation dans la série des CNR nationaux dédiés à l'intensification urbaine. On a dit à l'État qui cherchait à faire un CNR avec nous, on ne voulait pas rentrer dans les champs thématiques, on veut tout traiter d'un coup, et le sujet de l'intensification qui était le défi sur lequel on voulait investir, on en a fait un CNR et il y a eu plein de préconisations. Il y avait une centaine d'acteurs publics, privés, parlementaires, élus qui ont phosphoré sur une journée à partir de l'avis du Conseil de développement et pour aller plus loin sur des préconisations, changements réglementaires, législatifs, ingénierie ou autres. On a ensuite passé une convention avec l'Institut méditerranéen des villes et des territoires qui regroupe l'École nationale d'architecture, l'École nationale des paysages et l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Aix-Marseille Université. Et on déploie avec ces 3 établissements beaucoup de travaux, d'ateliers d'étudiants, de mémoires, de workshops. On a fait l'été dernier un workshop avec 140 étudiants de l'école d'archi sur l'intensification urbaine sur un gros morceau de la métropole autour de l'aéroport. C'était assez fascinant de voir la variété des solutions qui nous amenaient. Et pour nous, c'est un pas de côté qui est nécessaire pour ne pas être figé sur les contraintes et donner un peu à la jeunesse une capacité de nous bousculer pour dire attention, il y a peut-être des possibles qu'il faut regarder et qui devraient nous faire penser autrement les réglementations et les moyens de réussir. Et on continue là sur les 3 ans. On prévoit le prochain workshop à l'été 2024. Et on continue, on va commencer à produire beaucoup. On est engagé dans le programme POPSU, on était déjà engagé dans les précédents. Là, on a un nouveau POPSU, programme plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines. Hélène, je ne me suis pas trompé. On a 10 chercheurs des 3 établissements que j'ai évoqués tout à l'heure qui sont dans l'accompagnement des collectivités et des acteurs privés pour réfléchir dans cette communauté apprenante, tirer le meilleur de la science, de la connaissance académique pour influencer et faire réfléchir autrement les acteurs privés. Donc sur le sujet de l'intensification, on a plusieurs axes de travail. Je passe très vite. On est parti avec Ville Vivante. Ville Vivante, on en parle assez souvent sur la densification douce. On a exploité les acquis d'ailleurs sur Épernay et sur d'autres pour aller plus loin sur un territoire qui est plus vaste aussi sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Et on va, je pense, essayer de creuser un peu plus des outils. Je passe juste quelques cartes qui commencent à être livrées par à la fois Ville Vivante et l'OFCE, le laboratoire d'économétrie de Sciences Po, qui sont associés. Et on va éclairer d'une part le passé. Qu'est-ce qui a été construit en termes de densité et d'intensité ces dernières années, pour mieux comprendre les logiques qui sont derrière. On va aller un peu loin dans les outils, je ne rentre pas du tout dans la discussion. On va montrer l'écart entre le stock de logements et ce qu'on construit sous l'angle des densités. Là, tout simplement, on commence à très simplement chiffrer l'écart grandiose entre les secteurs très denses historiques de la métropole et les secteurs dans lesquels on a construit très peu. C'est assez intéressant de bousculer finalement la compréhension qu'on a via les données et les raisonnements. Et on va croiser avec l'accessibilité pour essayer de mieux cerner le lien intensité et accessibilité
pas mobilité, pas offre de transport, mais accessibilité. C'est en gros, à chaque point du territoire, on décrit sa capacité à aller atteindre dans un temps donné 50 000 emplois ou 20 000 emplois. Et à partir de là, on essaie de comprendre les logiques du marché du logement. C'est super intéressant et je trouve assez... ça ouvre des perspectives de réflexion et on va aussi mesurer l'impact des évolutions de densité, d'intensité en termes de gaz à effet de serre. On va produire des cartes avec un niveau local de consommation d'énergie ou d'émissions de gaz à effet de serre par habitant au niveau local. Et quand on va projeter les évolutions, on pourra mesurer et évaluer les impacts de tout ça. On mobilise nos 2 agences d'urbanisme, la gamme ELOPA, sur 8 sujets complémentaires sur l'intensification urbaine. On veut vraiment être alimenté par les agences d'urbanisme, donc on les challenge un petit peu. Et puis je finis, et c'est une invitation, on va avoir des points d'émergence et de débat, une série de 4 conférences dont la première c'est le 11 avril, et ce sera aussi retransmis sur Internet, sur l'intensification urbaine, avec à chaque fois des entrées un petit peu mises en tension et voilà, concept de plus ou approche d'avenir. Ce sera le sujet de la première conférence. L'idée, c'est de partager et d'avoir une capacité à interagir avec des utilisateurs de la notion pour aussi progresser dans cette notion de communauté apprenante. Voilà. Merci. Le mot de la fin pour vous, qui êtes président de la région Grand Est et donc qui avez la responsabilité de planifier aussi, avec le SRADET notamment. Je vais remettre la slide que vous vouliez nous partager. Il faut que je remonte le temps. Ah non, oui, si c'est... Voilà, celle-là. Le SRADET Grand Est, donc, qui fait l'objet d'une révision. Hein. Vous êtes engagé pour le retravailler, et notamment sur les questions du ZAN, même si vous étiez déjà relativement vertueux dans la première édition. Un mot sur la manière dont vous organisez cette révision? Alors, c'est un sujet compliqué. Je ne vous cache pas que, de prime abord, la plupart des élus sont un peu inquiets devant la perspective du ZAN. Certains ont pensé que le ZAN s'appliquait tout de suite. Il a fallu les rassurer. Et quand ils ont compris, pour la plupart d'entre eux, que c'était une trajectoire qu'il fallait adopter et que le terme de transition montrait bien qu'on était sur un temps long, quand on se cultive un peu sur le sujet, quand on lit un peu, quand on vient écouter des colloques comme ceci, on se rend compte que finalement, des solutions existent. Là où certains clament que c'est la fin de la liberté d'aménagement de nos communes, se moquant éperdument des conséquences écologiques de l'étalement urbain, la plupart aujourd'hui évoluent favorablement sur le sujet, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont aujourd'hui tout compris, moi le premier, mais je veux dire par là qu'on découvre des potentiels dans nos territoires ruraux, dans nos territoires semi-urbains, dans nos territoires très urbains. C'est vrai que ça bouscule beaucoup de choses, mais on se rend compte également qu'aujourd'hui, le monde de l'industrie, par exemple, c'est un peu mis au diapason. La sobriété, le compactage, il existe aujourd'hui dans les territoires industriels. On voit des entreprises qui se rendent compte, je prends l'exemple de Stellantis à Mulhouse, qui se rendent compte qu'ils sont passés d'un peu plus de 300 hectares à 200 et quelques hectares. Ils rendent 50 hectares ou 54 hectares déjà artificialisés à l'agglomération en se disant, voilà, on peut finalement produire sur une surface moindre. On le voit dans des projets de toute taille. On se rend compte qu'on découvre des gisements dans nos zones industrielles, dans nos zones d'activité, de zones non encore artificialisées qui pourraient l'être demain. On découvre des friches, il y en aura de plus en plus, des friches commerciales. On sait très bien qu'un certain nombre d'enseignes vont disparaître dans les années qui viennent, vont libérer des espaces. Donc, on devine qu'il y a un potentiel. La question que vous avez évoquée, Madame, tout à l'heure, de la renaturation, c'est aussi une perspective nouvelle. J'évoquais tout à l'heure, dans une région comme la nôtre, 17 000 hectares de friches. C'est évidemment 17 000 hectares aujourd'hui perdus, qui, pour certains d'entre eux, ont des perspectives de réutilisation sous une activité urbaine ou sous une autre, mais aussi de renaturation. Il faut développer les techniques de renaturation, il faut garantir la pérennité des renaturations, ce qui ouvre à ce moment-là des possibilités d'artificialisation nouvelles sur d'autres sites. D'où l'intérêt de la compensation, d'où l'intérêt aussi de pouvoir raisonner sur des échelles suffisamment vastes. Quand les SCOT demandent à pouvoir faire le ZAN à l'échelle de leur SCOT, bon nombre d'entre eux n'y arriveront jamais. Quand on discute en interscot,
ou quand on discute à l'échelle de la région, et j'ai l'honneur de présider la fameuse conférence régionale, et ce n'est pas une mince affaire, ce truc-là, ce n'est pas un cadeau que le législateur nous a fait. Ben voilà, il va falloir expliquer que des territoires très dynamiques, je prends l'exemple du territoire qui borde le Luxembourg, chez nous, secteur de Thionville, secteur de Saint-Louis, proche de la Suisse, Strasbourg, vont avoir besoin de foncier et que les acteurs sont prêts à compenser ailleurs. Et compenser ailleurs, c'est déjà faire disparaître des friches qui stigmatisent des territoires. Et qu'on passe d'une friche à une renaturation, c'est déjà un progrès pour ces territoires. Aujourd'hui, on a des territoires dont l'image est abîmée par le fait qu'il existe des structures industrielles qui sont fermées depuis 20 ou 30 ans, qui polluent le paysage, qui polluent la vision du paysage et qui renvoient le paysage en question à son passé de crise. Déjà faire disparaître ces territoires et renaturer, c'est déjà améliorer les choses. Alors ensuite, il faut trouver des combinaisons. On ne peut pas effectivement privilégier uniquement le développement des uns et la renaturation des autres. C'est là qu'il va falloir imaginer une nouvelle politique d'aménagement du territoire. On voit aussi qu'un certain nombre d'acteurs industriels ou d'acteurs de la logistique, par exemple, qui sont fortement en consommation d'espace, ils sont prêts à investir dans la renaturation. Ils sont prêts à verser des fonds de compensation. Et de toute façon, l'économie va s'organiser autour de ça. C'est-à-dire que entre les taxes carbone qui vont s'accumuler d'un côté, les obligations de compensation de l'autre, on va nourrir une économie du foncier différente qui va permettre d'aider les territoires à partir de sommes collectées sur d'autres territoires. C'est une nouvelle forme d'aménagement du territoire qui se dessine. Alors, la difficulté, c'est que le ZAN, les textes sont existants aujourd'hui, mais que les outils sont en train de se construire. Et on est loin de les avoir tous construits. Donc on a une phase un peu délicate à gérer, qui est celle de l'obligation qu'on a en perspective, mais qui est celle aussi du manque des outils. En tout cas, tous les territoires n'ont pas le sentiment d'avoir tous les outils en main. L'avantage des territoires de sobriété foncière que nous sommes, c'est qu'on a peut-être un temps d'avance dans la mesure où on a pu tester des solutions, on a pu expérimenter l'analyse d'un tissu de village, d'un tissu de ville. Et donc, on sait que les solutions existent. On ne sait pas encore forcément comment on les actionne et avec quelle combinaison on actionne différents leviers. Mais je pense que le regard sur le ZAN, il a déjà beaucoup changé par le fait qu'on a la certitude que des solutions alternatives existent. À nous maintenant de faire en sorte que partout cette certitude existe. On généralise les outils d'ingénierie permettant à chacun de détecter dans son territoire les potentiels qui existent, les potentiels souvent invisibles qui existent. Mais j'ai plutôt confiance sur le moyen terme. C'est le court terme qui est un peu difficile parce que la brutalité du ZAN, son expression très administrative, a décontenancé beaucoup d'élus. On commence à passer aujourd'hui au stade différent qui est de se dire, bon, ok, j'ai bien compris les enjeux écologiques, alimentaires et autres, et maintenant, sur quel levier je peux prendre appui, de quels moyens je vais disposer. Et c'est là que l'ingénierie doit se mettre en place au niveau des régions, de l'État, de l'Union européenne, pourquoi pas, pour nous permettre d'entrer en mouvement dans un sens plus vertueux que ce qu'on a pu faire au cours des générations précédentes. Complémentarité, de nouveaux partenariats aussi qui vont certainement émerger. Merci à tous les trois. Vous pouvez les applaudir, je pense. Merci.